Bonjour à tous et bienvenue à ce 6e webinaire organisé par Suite de Soins, coordinateur de soins à domicile spécialisé en plaies et cicatrisation. Après avoir fait le tour en 2020 des différentes phases de la cicatrisation avec les plaies nécrosées, fibrineuses, les plaies bourgeonnantes, épidermisées, atones, infectées, et enfin les cotations en janvier 2020, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la prise en charge d'un patient porteur d'escar. Tous les webinaires précédents, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne Suite de Soins sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez approfondir vos connaissances en plaies et cicatrisation. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Si ce n'est pas le cas, merci de faire un petit signe dans l'onglet conversation. Sinon, nous allons attaquer et donc parler des escars avec tout d'abord quelques généralités. L'escar, c'est donc une lésion cutanée d'origine ischémique liée à une compression des tissus mous entre un plan dur et les saillies osseuses. Ça, c'est une définition qui date de 1989 par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, la NAS. En 2016, on notait un taux de prévalence adulte des escars acquises à l'hôpital de 4,1%, ce qui est en diminution en 5 ans, puisqu'en 2011, c'était à 5,8%. L'âge moyen est de 74 ans. Et enfin, la prise en charge du traitement des escars à l'hôpital et au domicile en 2011 est de 3,35 milliards d'euros, ce qui est une dépense importante et donc vraiment un sujet de santé publique aujourd'hui en France. En 2013, on notera que 130 000 patients souffraient d'escars à domicile. Les escars, il y a différents mécanismes de formation. Tout d'abord, le premier mécanisme de formation, c'est une formation d'escar par pression, c'est-à-dire une compression des tissus qui entraîne une diminution du flux sanguin veineux et artériel, une hypoxie avec un relargage de toxines et enfin une nécrose tissulaire. Quand on parle d'escar, on parle d'une plaie de dedans en dehors. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma ici. L'escar est une plaie qui se développe en profondeur avant de s'ouvrir vers l'extérieur. Le deuxième mécanisme de formation d'une escar, c'est le cisaillement, la friction, c'est-à-dire qu'on a un glissement du corps vers le bas. La peau, elle reste adhérente au support sans se déplacer. Et du coup, on a une tension, une déformation et des lésions capillaires. Il faut savoir que cette force oblique de cisaillement et de friction triple le risque d'escar. Différents stades de l'escar. Pareil, c'est un système de classification internationale de l'escar et on retrouve ça avec la Haute Autorité de Santé en date de 1989 aussi. Les différents stades des escars. Tout d'abord, le stade 1, c'est une rougeur persistante qui ne blanchit pas à la pression digitale, comme on peut le voir sur le schéma sur votre gauche. C'est le seul stade réversible s'il y a une levée d'appui immédiate, rapide et prolongée. À cette lésion, à cette rougeur persistante, vous pouvez associer soit une modification de la température de la peau, une modification de la consistance des tissus au niveau avec des œdèmes, des indurations qui peuvent être présents, et enfin une modification de la sensibilité. Le stade 2, lui, on rentre déjà dans la perte de substance concernant une partie de l'épaisseur de la peau, impliquant l'épiderme et ou le derme, formant soit une abrasion ou soit une phlytène ou une ulcération superficielle. Vous avez les trois représentés sur les photos sur ce slide. La lésion superficielle, elle est plus due à un mécanisme de frottement. Quant à la lésion dite en iceberg, comme sur le schéma ici, elle est plus profonde et elle sera plus liée à une pression d'appui. Donc, le premier mécanisme de formation qu'on a vu en début de ce webinaire. La pression d'appui est excessive et plus ou moins couplée à des frottements.
Arrive ensuite le stade 3. Donc là, on est dans une perte de substance qui concerne les trois couches de la peau, l'épiderme, le derme, l'hypoderme, avec ou sans décollement périphérique. Cliniquement, on aura affaire à deux aspects possibles, soit une forme sèche avec nécrose, soit une forme plus humide avec un délitement des tissus lésés et de la présence de la fibrine. À ce stade 3, l'escarre peut s'étendre jusqu'au fascia du muscle sans le léser. Et le tissu adipeux de l'hypoderme peut être visible, mais sans apparition des os, tendons ou muscles. La profondeur dépend vraiment de la localisation anatomique, puisque si on fait des escarres au niveau des oreilles, de l'occiput, des ailes du nez ou de la malléole, toutes ces localisations sont dépourvues de tissu adipeux, donc on sera très vite à l'os. Ensuite, nous avons le stade 4, et pour différencier le stade 3 du stade 4, ça sera après détertion de la nécrose, pour pouvoir juger de la profondeur de notre escarre et savoir si nous avons une atteinte de l'os, des muscles, des tendons ou de l'articulation. Et il faudra aussi pour le stade 4, ne pas hésiter à aller voir la profondeur, mais aussi s'il y a un décollement périphérique à cet escarre. Donc le stade 4, c'est une plaie ouverte profonde avec plus ou moins des espaces de décollement, comme on peut le voir sur ce schéma ici. Voilà pour les stades des escarres. Les escarres, comme on vient de le voir, peuvent être localisées à différents endroits. Voilà toutes les localisations qu'on peut retrouver lors des décubitus dorsaux, les décubitus latéraux, les décubitus ventraux, et on a vu l'apparition d'escarres notamment en cette période de Covid, puisque là, on met régulièrement les gens en décubitus ventral, surtout en réa, et donc on a vu des apparitions d'escarres au niveau des orteils, genoux, joues, oreilles, etc. Et au fauteuil, on peut aussi déclencher des escarres si les gens restent trop longtemps assis sur leur fauteuil roulant. D'autres localisations, comme on l'a vu tout à l'heure, les oreilles, au niveau d'une sonde nasogastrique aussi, il faut changer le positionnement de la sonde nasogastrique régulièrement pour pas qu'elle provoque une escarre toujours au même endroit. Au niveau du sonde à demeure ou d'une canule trachéo. Voilà, c'est toutes des choses qu'il faut avoir en tête. Tous ces appuis prolongés de sonde peuvent provoquer aussi des escarres. Qui dit escarre dit une évaluation des facteurs de risque, notamment principalement pour les personnes alitées, que ce soit à l'hôpital ou à domicile. Il faut savoir que soigner une escarre coûte beaucoup plus cher que de la prévenir, et que cette évaluation des facteurs de risque est à réaliser lors de l'admission soit à l'hôpital, soit lorsque vous prenez des patients en charge à domicile, et qu'il faudra la renouveler au moins une fois par semaine ou à chaque changement d'état général de votre patient. C'est la base de la prise en charge de ces plaies. L'évaluation des facteurs de risque, eh bien, tout simplement, ça débute donc par la prévention, ça fait partie de la prévention, et donc ça débute par le dépistage des patients à risque. Et pour identifier les facteurs de risque, eh bien, on a deux éléments. Tout d'abord, une évaluation clinique. Alors, une évaluation clinique dans laquelle on va juger de l'état d'affaiblissement général, on va juger de la réduction de la mobilité de votre patient, des troubles de la sensibilité, la modification de la peau et de la masse musculaire liée à l'âge. Pour rappel, l'épaisseur du derme peut diminuer de 20% avec l'âge, et les glandes sudoripares et sébacées qui sont en diminution entraînent une déshydratation, une sécheresse de la peau, ce qui provoque une peau fragile. On va aussi juger cliniquement l'état nutritionnel, la présence de maladies chroniques à côté, si votre patient est incontinent, problème de soins personnels, et on va prendre en compte tous les traitements médicamenteux du patient. Une fois qu'on a fait l'évaluation clinique, on va accompagner ça de l'utilisation d'une échelle
validée d'identification des facteurs de risque. Il en existe une panoplie, Norton, Braden, Waterloo, et certains établissements, centres hospitaliers ont même mis en place la leur, comme à Genève. Ils ont une échelle propre à leur centre hospitalier. Ces échelles d'identification des facteurs de risque ont une utilisation plus ou moins simple. Elles concernent toute une partie des facteurs de risque et elles sont vraiment une aide complémentaire au jugement clinique. L'échelle de Norton, par exemple, a été créée en 1962, mais elle ne prend pas en compte l'état nutritionnel. Aujourd'hui, en France, l'échelle la plus utilisée est l'échelle de Braden. Elle existe depuis 1985. Elle est claire, simple. C'est pour ça que je vous l'ai mis en exemple ici. C'est la plus utilisée donc en France et elle suit les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge des escarres. Une fois qu'on a fait l'évaluation des risques de nos patients, on va faire de la prévention. La prévention fait partie du rôle propre de l'infirmière dans notre décret de compétences qui date du mois de juillet 2004. Dans l'article 4311-5, on retrouve prévention et soins d'escarres. Donc, ça fait vraiment partie de notre rôle propre en tant qu'infirmier. La prévention, et ceci selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2015, ce sont les actions que nous mettrons en place, qui s'est basé sur les actions qui vont favoriser l'apparition des escarres. Cette prévention, elle est à faire au stade 0, c'est-à-dire avant l'apparition d'une rougeur chez votre patient. Vous avez évalué votre patient et il est à risque d'escarre. Vous allez mettre en place cette prévention-là. Tout d'abord, l'effleurage. Et j'insiste sur le fait qu'un effleurage se fait avec la paume de la main et non avec le bout des doigts pour ne pas avoir cet effet friction au niveau de la peau. L'effleurage, c'est donc un massage léger qui va favoriser la microcirculation cutanée. Il est à réaliser à main nue, après une toilette minutieuse et un change régulier en cas d'incontinence pour éviter la macération. On l'effectuera avec de l'huile d'amande douce, ou une crème hydratante la plus neutre possible, ou encore une solution d'acide gras hyperoxygéné, comme le salmirène. Cet effleurage sera à arrêter dès que l'érythème, dès qu'on est en face d'un érythème persistant à la pression, c'est-à-dire au stade 1 de l'escarre. On effectuera une décharge des zones à risque avec des coussins d'assises pour fauteuil ou des matelas ou surmatelas. Il faut savoir que dans notre prescription infirmière, depuis 2007, on peut prescrire des matelas ou surmatelas d'aide à la prévention des escarres en mousse avec découpe en forme de gaufrier. On peut prescrire des coussins d'aide à la prévention des escarres à air statique. On peut prescrire des coussins en mousse structurés formés de modules amovibles, des coussins en gel et enfin des coussins en mousse et gel. On peut prescrire ça si nous agissons pendant la durée d'une prescription médicale d'une série d'actes infirmiers, si on agit dans le décret de notre compétence, et là, on est en plein dedans puisque ça fait partie de nos compétences, et s'il n'y a pas d'indication contraire du médecin. Dans tous les cas, pour pouvoir prescrire ça, il faut en avertir le médecin traitant de votre patient. Là, on est dans la prévention avec des risques moyens. La prise en charge d'un coussin, le coussin est pris en charge, il y a un coussin tous les 3 ans. Voilà, le changement des coussins, c'est tous les 3 ans. La prescription médicale, elle se fera pour des risques élevés et là, ce sera sur des matelas et coussins dynamiques. Quant aux coussins de positionnement qui sont très utiles pour faire des changements de position chez vos patients à risque d'escarre, eux, malheureusement, ne sont remboursés que dans le cas de patients polyhandicapés. Donc, il faut bien l'avoir en tête, le remboursement n'est que pour des patients polyhandicapés. À côté de ça, on fera attention d'éviter les plis au niveau des draps. On fera attention qu'il n'y ait pas d'objets ou de miettes de pain dans le lit de vos patients. Il faudra ne pas trop tendre les draps pour ne pas avoir un effet hamac et non plus il faudra limiter le nombre d'épaisseurs, c'est-à-dire il ne faudra pas mettre à l'aise
des carrés absorbants, en veux-tu, en voilà, pour vraiment éviter ce trop-plein d'épaisseur. On assurera un équilibre nutritionnel et pour ceci, il est bien de collaborer avec une diététicienne. Pour rappel, la dénutrition, maintenant, c'est une évaluation clinique. C'est une perte de poids supérieure à 5% en un mois ou 10% en 6 mois et avec un calcul de l'IMC qui est 18,5 kg par mètre carré. Là, on parle de dénutrition. C'est une réduction quantifiée de la masse musculaire ainsi qu'une réduction de la prise alimentaire. L'albuminémie, aujourd'hui, dans les dénutritions, ne sert qu'à grader elle ne sert qu'à grader le taux de nutrition, en fait, si je peux le dire comme ça. J'ai perdu mon mot, mais voilà, c'est vraiment pour la sévérité. Voilà, c'est pour mettre en avant la sévérité de la dénutrition, mais avant tout, la dénutrition aujourd'hui est une évaluation clinique. Et ensuite, comme je vous le disais en début, on fera une réévaluation vraiment régulière des facteurs de risque. Une fois qu'on a fait l'évaluation des risques, on a fait de la prévention, malgré tout que votre escarre est apparu, il faudra donc le prendre en charge. Et quel que soit le stade de la plaie, on commencera toujours par doucher ou laver à l'eau et le savon votre plaie d'escarre. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de faire une détertion douce de la nécrose ou fibrine s'il y en a, ça stimulera la microcirculation sanguine et enfin, ça diminuera la charge bactérienne qu'il peut avoir dans votre plaie. Après, on fera une détertion mécanique de la nécrose et fibrine et on reviendra au stade qui correspondra tout à l'heure pour cette détertion. On fera une ablation de l'hyperkératose. On respectera la cicatrisation en milieu humide et enfin, on ne mettra pas ni antiseptique ni antibiotiques sur ces plaies puisque les antiseptiques sont responsables d'une destruction des deux cellules principales de la cicatrisation, les kératinocytes et fibroblastes, donc on évitera d'en mettre. Au niveau de cette prise en charge, vous avez aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, donc ça fait 1 an, vous avez une nouvelle cotation qui vous permet de faire un bilan initial de soins de plaie, donc c'est coté en AMI 11. Vous pouvez vous coter ça une fois par an ou 2 fois si vous avez un arrêt de soins pendant 2 mois. Cet AMI 11, vous vous cotez pour prendre en charge une plaie lourde et complexe, donc c'est le cas des escarres, avec photo, suivi imagé et une description de la plaie. Et là, je vous invite à vous rapprocher du webinaire que nous avons fait en juin 2020 sur la description d'une plaie. Cette description de plaie va vous permettre de déterminer le stade de votre plaie et le pansement à mettre en place pour gérer ce stade de la plaie. Pour rappel, il n'existe aucun pansement miracle. Et les pansements sont vraiment là pour optimiser le processus physiologique de la cicatrisation. Il n'empêche que nous allons voir à chaque stade quel pansement mettre en place. Donc, la prise en charge, c'est de la cicatrisation dirigée. Au stade 1, ça sera la décharge du point d'appui. En fait, la décharge, c'est vraiment le premier soin de vos plaies en cas d'escarre. Et si le médecin le prescrivait, peut-être que plusieurs patients suivraient plus à la lettre ce premier soin de leur plaie. On fait de la prévention et de la surveillance et si on a une zone de frottement identifiée, nous pouvons mettre des hydrocolloïdes et là, c'est la Société française d'escarre qui le conseille. Elle conseille de mettre en place l'hydrocolloïde mince pour éviter le frottement. Elle conseille aussi on peut aussi mettre un hydrocellulaire de manière à protéger cette zone de frottement. Tout en chaque jour, il peut rester en place. Vous avez juste à surélever votre hydrocellulaire de manière et le repositionner après si dessous tout se passe bien. Attention, l'hydrocellulaire n'a pas l'autorisation de mise sur le marché pour la prévention d'escarres en ville. Donc, il faut quand même l'avoir en tête. Toujours sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2015, donc au stade 1, on arrête l'effleurage. Le stade 2, toujours la décharge du point d'appui. Si on est face à une ulcération superficielle dermabrasion, on mettra un hydrocolloïde masse ou une interface.
En face d'une flictène séreuse, on fera une brèche pour évacuer l'exudat et on laissera, si possible, la peau en place 48 heures. Ça vous fait votre pansement naturel avant de mettre quelque chose d'autre. En face d'une flictène hématique, par contre, il faudra là exciser le toit de la flictène pour éviter le risque infectieux. Et vous pouvez mettre un hydrocolloïde. Après, selon les exudats de votre plaie, au niveau d'une dermabrasion, vous pouvez mettre des interfaces, un alginate, un hydrofibre ou un hydrocellulaire selon les exudats. Au niveau du stade 3 et 4, toujours notre décharge du point d'appui. Si on est donc face à une nécrose ou une fibrine sèche, on sera amené à ramollir cette nécrose et fibrine sèche par détertion chimique avec donc hydrogel ou irigo-absorbant. Et on sera amené, si c'est de la fibrine humide, ça sera plus des alginates et hydrodétersifs. Et on parlera de détertion mécanique, sauf si votre patient a une artériopathie oblitérante des membres inférieurs et qu'il a une escarre au niveau du talon. Chez les patients artériels, il faudra toujours rechercher un bilan vasculaire et un souci artériel chez les patients qui ont une plaie d'escarre pour savoir si on peut faire de la détertion ou pas. Plusieurs petits trucs pour savoir si votre patient est artériel ou pas. Tout d'abord, vous pouvez rechercher les poupées d'yeux. Vous pouvez faire le test de recoloration du gros orteil, c'est-à-dire vous comprimez votre gros orteil. S'il se recolore en plus de 3 secondes, c'est que votre patient a sûrement un souci artériel. On fera un Doppler artériel, donc on guidera le patient pour un bilan vasculaire et la mesure de l'index de pression systolique qui nous donnera vraiment le diagnostic d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Si votre IPS est entre 0,7 et 0,8, on est face à une AOMI compensée, et si on est entre 0,4 et 0,7, on est face à une AOMI décompensée, et dans ces cas-là, pas de détertion mécanique. On fera, si la OMI ne peut pas être vascularisée, ce sera des pansements secs, voire momification du pansement. Et on fera une ablation de l'hyperkératose des berges. Pourquoi? Parce que la cicatrisation physiologique démarre des berges pour aller vers le centre de la plaie. Donc, si vos berges sont toutes sèches, il ne pourra pas avoir de démarrage de cicatrisation. Donc, la contre-indication de la détertion, les plaies non explorées sans IPS, les patients sous anticoagulants, si j'ai oublié de vous le dire, mais on fera attention puisqu'il y a un risque de saignement et pas de détertion mécanique non plus si on a une présence de tissus à risque comme des os, tendons ou prothèses. Au niveau du stade 4, on pourra demander l'avis d'un chirurgien sur les escarres profondes et notamment chez les patients jeunes atteints de paraplégie, tétraplégie ou sclérose en plaques et qui pourront être amenés à bénéficier d'un lambeau de recouvrement ou éventuellement de la thérapie par pression négative. Donc ça, c'est avec l'hospitalisation à domicile. Généralement, c'est pour 1 mois renouvelable une fois. On se posera aussi la question des patients grabataires, des patients en soins palliatifs, bénéfices-risques, quel pansement mettre en place et on sera plus dans un traitement symptomatique de la plaie. Et surtout, on fera attention à ce qu'on dit devant les patients avec escarre, puisque généralement, ce sont des plaies importantes et le patient ne la voit pas, surtout si c'est une escarre sacrum, et il faudra être prudent sur le langage qu'on emploie. La prise en charge complémentaire, donc le traitement de l'escarre est à la fois local et général. Il faut prendre en compte la personne et savoir ce qu'on fait si c'est un patient en soins palliatifs ou non. Et on prendra en compte donc la plaie selon son stade. On se mettra donc en collaboration avec une diététicienne pour corriger la dénutrition. Il pourra avoir une prescription de compléments nutritionnels oraux par le médecin qui sera remboursé si la dénutrition est diagnostiquée. On pourra penser à allonger la journée alimentaire et réduire le jeûne nocturne en fractionnant, en apportant des collations. On pourra enrichir les mets, on pourra adapter les textures. Attention à l'état bucco-dentaire de vos patients et d'adapter donc la texture pour qu'ils puissent manger.
De temps en temps, on aura besoin d'une aide humaine pour faire manger les patients. Et enfin, on passera à une nutrition entérale tant que le tube digestif sera fonctionnel. La prise en charge de la douleur est importante aussi, notamment dans le cas de patients grabataires ou en soins palliatifs et avant la réfection du pansement. Et là, pareil, vous avez une cotation pour anesthésie locale avant détertion sur les pansements d'escarres et d'ulcères qui a été mise en place depuis le 1er juillet 2020. Donc, c'est un AMI 1,1 à laquelle on ajoute la majoration d'actes uniques et c'est pour 8 séances maximum, par contre, selon les recommandations des scientifiques en plaie et cicatrisation. En France, seuls l'EMLA et la Nasderm ont l'autorisation de mise sur le marché pour faire de l'anesthésie locale sur une plaie. Sinon, vous pouvez utiliser la xylocaïne 2% gel urithral qui est remboursée en ville et qu'il faut mettre donc 15 minutes avant le geste. Et il faut savoir qu'au bout de 45 minutes, la xylocaïne perd son efficacité. Excusez-moi pour les petites bafouilles. Je vous ai mis pour finir un petit tableau sur les différents stades des plaies, donc nécrose, fibrine humide, bourgeonnement, épidermisation, les plaies atones et les plaies infectées. Je vous ai mis le but à ce stade de la plaie et enfin les dispositifs médicaux qui peuvent être mis en place, sachant que tous ces dispositifs médicaux, vous pouvez les prescrire selon les 3 conditions que je vous ai dit tout à l'heure et en avertissant votre médecin. Attention, seuls les pansements à l'argent sont sur prescription médicale. Ça, ce sont des pansements que vous ne pouvez pas prescrire. Attention aussi, pour la Haute Autorité de Santé, vous n'avez pas le droit de mettre 2 pansements primaires sur une même plaie, sauf dans le cas d'éméchage. Et là, on parle de nos escarres profondes, stade 3 ou 4, où là, vous pouvez mécher avec un pansement primaire et par-dessus, vous pouvez mettre un pansement un hydrocellulaire super absorbant. Qui dit infection, juste un petit dernier mot, qui dit infection dit odeur nauséabonde. Vous avez le pansement au charbon que vous pouvez là rajouter à votre pansement primaire pour prendre en charge les odeurs. Sinon, vous avez plusieurs petits trucs pour neutraliser tout d'abord les odeurs. Vous avez les sprays neutralisants tout simplement. Vous avez donc le charbon actif. Et sinon, vous pouvez étaler sur une grande surface dans la chambre du patient la litière pour chat. Alors, vous évitez d'avoir un chat avec parce que sinon, il va venir faire ses besoins et vous aurez d'autres odeurs que celles de la plaie. Vous avez la mousse à raser et le marc de café. Ça, ce sont 3 produits que si vous étalez sur une grande surface dans la chambre du patient qui vont venir neutraliser les mauvaises odeurs qui proviennent de l'escarre. Et vous avez d'autres choses qui masquent, elles, les odeurs, c'est-à-dire les sprays, les huiles essentielles, les bougies parfumées ou l'encens. Voilà, on a commencé un petit peu en retard. Je ne sais pas si vous avez des questions, si Rose a répondu à des questions tout le long. On va prendre 2 minutes si vous avez quelques questions. Sinon, j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a apporté d'autres éléments pour prendre en charge les escarres chez votre patient. Je vous donne rendez-vous le jeudi 18 mars 2021 à 14 h, toujours à 14 h dans le cas des jeudis de la cicatrisation. Et là, on discutera des ulcères veineux et de la compression veineuse à mettre en place face à ces ulcères. Est-ce qu'il y a quelques questions ou est-ce que tout est bon pour vous? Et nous pouvons alors… Je vous laisse 1 ou 2 minutes, savoir s'il y a des questions. Sinon, eh bien, écoutez, j'espère que ça a été clair. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon courage pour la suite dans vos soins et je vous donne rendez-vous donc le 18 mars. Merci beaucoup. Au revoir.